contre le racisme, et de tous les antisémitismes, le racisme, l'antisémitisme, le racisme et l'antisémitisme. Donc, si c'était à refaire, je ne le referais pas, parce que l'antisémitisme, c'est un geste antisémite. Quand un c'est un acte antisémite. Et faisons ce parti antisémite, ce front des extrêmes, mais qui s'en prend aussi aux musulmans, qui s'en prend et antisémite. Est-ce que propos antisémites de combattre l'antisémitisme, le racisme, la peur. Propos racistes et antisémites sont propos racistes et antisémites. Chacun a compris et les campagnes racistes et antisémites. Ça, monsieur le est un antisémite et un raciste, et qu'il a été... Salut à tous, bienvenue pour ce 53e numéro des infos dont on parle peu. Vous avez vu notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Valls, qui est présent dans tous les médias toute la semaine, que ce soit à la radio, dans les journaux, à la télévision, encore hier dans Des paroles et des actes avec Pujadas. Bon, notre ministre là, il a l'air fatigué. Il voit des extrémistes partout, il voit des méchants partout, il voit des fascistes partout. Alors, on a bien compris que tous ceux qui étaient aujourd'hui contre le gouvernement sont taxés d'extrême droite. Ma foi, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il a l'air un petit peu fatigué, il a l'air un petit peu en surmenage, notre ministre. Faudrait que les gens du gouvernement prennent un peu son relais là, parce qu'il est toujours en première ligne, il va se fatiguer à force. Enfin, remarque qu'il était sûrement en première ligne parce que apparemment sa popularité était super haute. C'est ce qu'on nous disait dans les médias, super haute là, la popularité. Sauf que là, aïe, la statistique qui fait mal. Regardez ça. 97% des gens qui ont voté, et il y avait plus de 30 000 votes, ont voté comme quoi ils désapprouvaient le ministre de l'Intérieur. Bon, la statistique est apparue sur BFM TV et RMC, mais elle a disparu aussitôt qu'elle est arrivée. On a prétexté qu'il y avait un piratage informatique ou un bug informatique. C'est comme ce qui était passé avec Hollande aussi, exactement pareil. Une statistique de popularité, on était à 98% négatif. Bam, la statistique, elle est vite partie du site internet de RMC et BFM TV. Donc là, même cinéma. Voilà, on va passer au sommaire de ce numéro. On va parler d'infos internationales, où on va revenir sur ce qui se passe au Moyen-Orient encore une fois, et même en Afrique du Nord. On passera ensuite à l'économie, où on va parler de la France qui s'appauvrit de plus en plus, et on va faire payer encore plus de taxes aux gens. Et on terminera avec la santé et environnement, où on va notamment parler des gaz de schiste. Voilà, attachez vos ceintures, on y va. On attaque les infos internationales et on va démarrer par l'Ukraine. L'Ukraine où les tensions semblent s'apaiser quelque peu ces derniers temps, même si les manifestants restent quand même campés dans les bâtiments publics. Le président ukrainien Viktor Yanukovych, qui est plutôt malade, a montré des signes de flexibilité. Il pourrait accepter des élections anticipées pour sortir de la crise politique qui divise le pays. Son entourage évoque même l'amnistie des manifestants arrêtés s'ils acceptent d'évacuer des bâtiments publics. Outre des élections anticipées, l'opposition ukrainienne demande la fin de la dictature et exige que Viktor Yanukovych réduise ses pouvoirs par une réforme constitutionnelle urgente. L'entourage du président ne s'est pas prononcé à ce sujet. Alors le pouvoir reste quand même en place aujourd'hui, d'une main de fer quand même. Et le service ukrainien de sécurité, le SBU, a engagé une procédure pénale pour tentative de prise de pouvoir. C'est ce qu'a annoncé Maxime Lenko, chef de la direction générale d'enquête. Donc on voit bien que le pouvoir n'est pas prêt de lâcher du lest quand même. Le SBU a ouvert une procédure après avoir étudié les documents stockés par les serveurs saisis lors d'une perquisition dans les locaux du mouvement d'opposition Baltikishtina à Kiev. Voilà, c'est difficile à prononcer. Je cite, « Les documents saisis attestent que les organisateurs des actions de protestation ont envisagé une évolution musclée des événements, à savoir une évolution impliquant un recours à la force contre les manifestants. Cette mesure devait avoir un vif retentissement dans la société ukrainienne au point de torpiller la réputation du pouvoir en place et du président. » Voilà ce qu'a souligné M. Lenko.
Un petit mot sur la Thaïlande. Alors je sais que la Thaïlande c'est loin et que ça ne nous concerne pas directement, mais bon, il faut quand même rapporter l'information. Après 3 mois de crise politique, des violences ont éclaté la semaine dernière à Bangkok entre manifestants pro et anti-gouvernement à la veille de législatives à haut risque. Selon le centre de secours Erawan, au moins une personne a été hospitalisée après avoir été touchée par balle lors de ces heurts entre d'un côté des manifestants qui veulent empêcher le vote de dimanche et de l'autre des partisans du gouvernement. On parle du Liban maintenant, le Liban qui est en proie à des violences depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, certainement aussi dû au fait que la Syrie a été déstabilisée, la Syrie voisine du Liban. En tout cas, 1er février, un nouvel attentat suicide à la voiture piégée a tué 4 personnes et fait 15 blessés dans l'est du Liban. Le 4e a visé en un mois un fief du mouvement chiite Hezbollah engagé dans la guerre en Syrie, voisine aux côtés du régime. L'attaque a été revendiquée par le Front Al-Nusra au Liban, considéré comme une branche du groupe lié à Al-Qaïda qui combat des troupes du régime syrien de Bachar el-Assad. On va parler encore de l'Irak, encore une fois des explosions. De toute façon, je vais vous faire une liste d'explosions et d'attentats, etc. qui sont passés en Irak, en Libye, etc., etc., etc. C'est parti. Donc, le 5 février, nouvelle série d'attentats, ça c'est en Irak, dont 3 aux abords de la zone verte, qui ont fait 33 morts et des dizaines de blessés à Bagdad. L'une de ces explosions a eu lieu en face du ministère des Affaires étrangères, aux abords de la zone verte. La deuxième attaque a été menée par un kamikaze devant un restaurant, et la troisième au moyen d'une voiture piégée sur un marché de pièces détachées automobiles. Dans l'après-midi, 3 autres voitures piégées ont explosé dans le sud-est de Bagdad. Résultat des courses, plus de 1000 morts pour le seul mois de janvier 2014. Maintenant, la Libye. À la Libye, des dizaines de personnes ont été blessées mercredi dernier lors d'une explosion dans une école à Benghazi, dans l'est de la Libye. La situation reste tendue en Libye, de nombreux groupes paramilitaires composés d'anciens rebelles opérant sur son territoire. Ces groupes sont parfois mieux équipés et armés que la police et se substituent même à cette dernière dans certaines régions du pays. Toujours en Libye, en 2013, les violences ont fait 643 morts selon un rapport parlementaire. Celui-ci fait état du manque d'effectifs policiers en Afrique du Nord et notamment en Libye, où les ex-rebelles affiliés à Al-Qaïda ont pris l'avantage sur les autorités. On parle de l'Égypte maintenant, l'Égypte où après le renversement de Morsi, on va pas dire que c'est la crise politique, mais on n'est jamais sûr du lendemain. Voilà. Donc le 7 février, 2 explosions d'origine encore inconnue ont retenti à 2 minutes d'intervalle au centre du Caire et déclenché un balai d'ambulance. L'Égypte est le théâtre d'une recrudescence des attentats revendiqués par des groupes djihadistes depuis que l'armée a destitué et arrêté le président islamiste élu Mohamed Morsi le 3 juillet et réprimé dans le sang les manifestations de ses partisans. On parle d'Israël maintenant, du processus de paix israélo-palestinien qui est toujours au point mort. John Kerry, lui, qui fait des allers-retours entre les États-Unis et Israël sans arrêt, mais qui s'est fait méchamment renvoyer dans ses 22 ces derniers temps. John Kerry s'est fait remettre à sa place par le ministre israélien de la Sécurité, Yuval Stenitz. Celui-ci a fustigé l'avertissement de John Kerry d'un boycott si les pourparlers de paix israélo-palestiniens devaient échouer, et il a déclaré que l'armée israélienne pourrait envahir Gaza si le Hamas n'arrêtait pas de tirer ses roquettes sur Israël. On continue avec Israël et les plans de construction en Cisjordanie. La municipalité israélienne de Jérusalem a donné mercredi son feu vert à plusieurs plans pour un total de 558 nouveaux logements dans des quartiers de colonisation de Jérusalem-Est occupés et annexés. Selon les statistiques recueillies par une ONG, depuis le début de ces pourparlers de paix le 29 juillet dernier, les autorités israéliennes ont fait avancer des plans de construction pour 7302 logements dans les colonies, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, et a lancé des appels d'offres pour 4460 autres. On parle de l'Algérie maintenant, c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais il se passe des choses là-bas. Alors le chef de l'État, M. Bouteflika, entre 2 visites dans les hôpitaux à Paris, puisqu'il est plutôt mal en point, lui, il continue de s'investir dans le conflit qui l'oppose au service de renseignement. Selon le quotidien arabophone El Kabar, il a décidé de mettre à la retraite immédiate le général Toufik, responsable des services de sécurité depuis près d'un quart de siècle, ainsi qu'une centaine d'officiers de l'armée, de la gendarmerie et du département du renseignement de la sécurité. Seul son fidèle allié, le général Gaïd Salah, qui l'a installé comme chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, échappe à ce qu'il faut bien appeler une purge. Sauf réaction violente et immédiate, la neutralisation des oppositions militaires potentielles au chef de l'État signe la défaite définitive des services de renseignement qui ont régné sans partage depuis 1957 sur la vie politique algérienne.
Les prochains jours, voire les prochaines heures, devraient être suivis avec attention car l'Algérie vient de basculer, du fait d'une simple signature et sans préjuger de la nature du pouvoir à venir, dans un ordre politique qui échappe pour la première fois depuis l'indépendance à l'emprise de l'armée. Voilà, on va suivre ça de près puisque l'Algérie c'est quand même voisin de la France, il y a du pétrole et on sait que l'Empire voudrait bien mettre la main dessus. On continue, on va parler des États-Unis et de la menace sur Internet. Puisque de toute façon, ce qui intéresse les États-Unis nous intéressera certainement dans le futur. Une cour d'appel du district de Columbia a jugé le 14 janvier dernier inconstitutionnelle une loi encadrant la neutralité du net, pratique qui consiste à interdire aux fournisseurs d'accès à Internet à haut débit de bloquer ou, au contraire, de favoriser certains services en ligne. La Cour a estimé que la Commission fédérale des communications n'avait pas autorité pour imposer à ces entreprises une telle règle qui obligerait les fournisseurs à traiter de façon égale le trafic en ligne. Cette affaire a été portée en justice par le géant américain des télécoms Verizon. Verizon, vous vous rappelez, c'est la société qui est à l'origine du scandale Prism et divise profondément les plus grands acteurs du secteur. Les défenseurs de la neutralité du net avancent que cette décision va donner la possibilité aux gros opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès de bloquer certains services, comme YouTube par exemple, tout en mettant en avant les services de leurs propres partenaires. On continue avec les États-Unis, on va parler de la justice maintenant, puisque le nombre des erreurs judiciaires mises au jour a atteint un nombre record en 2013 aux États-Unis selon un rapport annuel publié par le Registre national des erreurs judiciaires. En 2013, 87 prisonniers ont été innocentés des crimes pour lesquels ils avaient été condamnés. S'agissant du couloir de la mort, un condamné du Missouri, Reginald Griffin, a été innocenté en 2013 après 25 ans de réclusion, portant à 143 le nombre de condamnés à mort innocentés au niveau national. Voilà, donc bon, je vais supputer un peu et je vais un peu blaguer, mais avec le traité transatlantique, peut-être que le système judiciaire, le système de justice américain verra le jour ici en Europe. Hein, on peut toujours rêver. On continue, on va parler du Portugal maintenant, on va revenir en Europe. On va parler du Portugal et des manifestations, puisque des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des principales villes du Portugal le 1er février dernier, à l'appel des syndicats, pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement de centre-droit et exiger sa démission. Environ 5000 protestateurs ont défilé à Lisbonne en milieu d'après-midi, selon les estimations des médias. Alors sur les pancartes, on pouvait lire « Gouvernement dehors » et « Démission tout de suite ». Voilà. On continue avec l'Europe et on va parler d'un plan secret qui permettrait de prendre le contrôle de nos véhicules. Présenté comme un plan secret de l'Union européenne par le site britannique The Telegraph, le dispositif d'arrêt à distance des voitures serait évoqué dans des documents confidentiels d'un comité d'officiers de police supérieure de l'Union européenne. La mesure serait étudiée dans le cadre de larges mesures de surveillance et d'application de la loi. Le projet consiste en une solution technologique qui pourrait être intégré à toutes les voitures disponibles sur le marché européen. Concrètement, le système permettrait, en cas de vol du véhicule, de réduire l'alimentation du moteur en carburant pour ralentir la voiture, pour ensuite couper le contact. L'Union européenne envisagerait de mettre en place un tel système dans les véhicules vendus en Europe d'ici la fin de la décennie, avec un plan de développement de 6 ans. Voilà. Donc imaginons que je me fasse piquer ma voiture et que celui qui m'a volé ma voiture aille sur l'autoroute, qu'on lui coupe le contact et qu'il soit immobilisé au milieu de l'autoroute. Bon, va falloir bien réfléchir à ce système. Hein. On termine par une information qui concerne la France et les drones, puisque après les premiers tests sur la ligne à grande vitesse, Paris-Marseille en novembre, la SNCF a procédé à de nouveaux tests de ces drones de surveillance. La lutte contre le vol de câbles en cuivre sur les abords des voies, qui représente une perte de 70 millions d'euros par an pour le transporteur, est l'un des objectifs principaux du déploiement de cette flotte du nouveau genre. La SNCF veut dans un premier temps acheter 10 drones de surveillance à 100 000 € pièce. On attaque la partie économie maintenant, et puis on va attaquer par les très mauvaises nouvelles. Alors d'abord les prix du carburant qui vont augmenter jusqu'à au moins 2016. Les prix à la pompe des carburants augmenteront fortement en France au cours des 3 prochaines années, mais le secteur mal en point du raffinage ne profitera pas de cette hausse essentiellement due à un alourdissement de la fiscalité. En 2016, le gazole, principal carburant vendu à la pompe en France avec plus de 80% des volumes, devrait se renchérir de 8,5 centimes le litre par rapport à 2013 et l'essence de 7,7 centimes, malgré la stabilité attendue des cours du baril du pétrole brut, sauf événement géopolitique majeur. En 2016, c'est 4 milliards d'euros de taxes ou de simili-taxes qui seront prélevés sur les automobilistes. Waouh, 4 milliards de notre poche. Principaux responsables de cette hausse, selon l'UFIP, outre l'augmentation du taux principal de la TVA de 19,6 à 20%, la contribution climat-énergie ou taxe carbone qui s'appliquera dès 2015 au gazole et à l'essence, et les certificats d'économie d'énergie qui auront un impact mécanique direct sur les prix.
Voilà, donc ça va nous tomber sur le coin de la figure. Et un autre truc qui va nous tomber sur le coin de la figure, c'est la CSG qui risque de ne plus être déductible des impôts. Deux députés socialistes viennent en effet de dégoupiller une grenade en mettant sur la table la question explosive de la déductibilité de l'impôt sur le revenu dont bénéficie une partie de la CSG. L'enjeu est de taille, rendre entièrement non déductible de l'impôt sur le revenu la partie qui l'est, soit 5,1%. Alors de quoi s'agit-il? La CSG est aujourd'hui un impôt prélevé à la source. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur votre feuille de paye et est déductible de l'impôt sur le revenu. Par exemple, sur un revenu brut de 100, on déduit 5,1 de CSG, donc on ne paye des impôts sur le revenu que sur 94,9%. Voilà, donc en résumé, aujourd'hui, vous payez vos impôts sur le revenu sur 94,9% de votre salaire brut. Mais bon, demain, on veut nous faire payer sur 100%. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord. On continue, on va parler des défaillances d'entreprises. La France a connu l'an dernier 62 252 défaillances d'entreprises, soit 1,7% de plus qu'en 2012, selon les données provisoires arrêtées fin décembre et rendues publiques par la Banque de France. Ainsi, en 2013, c'est dans l'hébergement et la restauration que le nombre de faillites a le plus augmenté, 5,4% à 7600. Suivi des activités immobilières, plus 3,5% à 2156. A l'inverse, le nombre de défaillances a baissé très légèrement dans les activités financières et de l'assurance, moins 0,1% à 1164, et dans les transports et entreposages, moins 0,8% à 1996. En valeur absolue, le secteur le plus touché l'an dernier par les faillites a été celui de la construction, avec 15 743 défaillances, plus 0,2%, suivi du commerce, réparation automobile, avec 14 084. Soit plus 3,1%. On continue, on va parler de la corruption maintenant. Il y a un sondage qui a été lancé dans toute l'Union européenne. Alors du côté français, 68% des Français pensent que la corruption est répandue dans son pays. Les champions de toutes catégories sont la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Alors vous avez vu l'État français qui recherche de l'argent absolument partout. Donc vous avez vu que la CSG va être certainement imposable. Vous avez vu que l'essence va augmenter et que l'État va s'en mettre plein les poches. Eh bien, si l'État veut vraiment récupérer de l'argent, il faut aller contrer la corruption, puisque la corruption coûte chaque année près de 120 milliards d'euros à l'économie de l'Union européenne, selon un rapport public délivré par la Commission européenne elle-même. Voilà, il faut se battre contre la corruption, il n'y aura plus besoin d'argent, il n'y aura plus besoin de venir nous taxer nous. On continue et la France, donc toujours à sa recherche d'argent, qui veut placer en redressement fiscal Google France. S'il se confirme, ce redressement battrait un record. L'administration fiscale française réclamerait 1 milliard d'euros à Google. En cause, un différentiel entre le chiffre d'affaires déclaré par le groupe et les recettes effectivement réalisées sur le territoire. Le moteur de recherche aurait acquitté pour ses impôts 5 millions d'euros en 2011 et 6,5 millions l'année suivante pour des chiffres d'affaires évalués à 162 et 193 millions d'euros. Mais les estimations estiment que ces revenus publicitaires dans le pays sont en réalité bien plus élevés. Pour 2012 par exemple, selon un calcul de BFM TV, son chiffre d'affaires aurait atteint entre 1,25 et 1,4 milliard d'euros dans l'Hexagone. Voilà, ça au moins c'est une bonne chose qu'on s'attaque à une multinationale. On verra ce que ça va donner. On continue et on va parler maintenant de Shell en Argentine. La compagnie pétrolière Shell est sous le feu des critiques en Argentine. Accusée de spéculer contre le peso, elle se voit reprocher à présent par le gouvernement une hausse de 12% de l'essence alors que les pouvoirs publics tentent de freiner l'inflation. Ces deux incidents, l'espace de 10 jours, ont ravivé de vieilles tensions entre le groupe anglo-néerlandais et Buenos Aires, dans un contexte d'inflation incontrôlée et d'une dévaluation de 18% du peso argentin depuis le 1er janvier. Lundi dernier, le prix des carburants a augmenté de 12% dans les stations-service Shell, la deuxième hausse de l'année après celle d'environ 7% début janvier, concertée avec les autres distributeurs. Le super de Shell est vendu à peu près à 12 pesos, soit 1,05 €, contre 10 pesos, 90 centimes d'euros, dans les stations de la compagnie pétrolière publique. On continue, on va parler des Jeux Olympiques de Sochi qui démarrent ce week-end. L'organisation de ces Jeux seront les plus chers de l'histoire des Jeux Olympiques puisque les Russes vont dépenser 40 milliards d'euros. Voilà. Et on termine avec une très mauvaise nouvelle en prévision, puisqu'un krach financier est apparemment possible en mars prochain aux États-Unis. Rappelons que les Américains doivent remonter le plafond de la dette avant fin février, sinon ça va être le krach là-bas et ça va être la catastrophe. Alors selon les économistes, l'économie américaine va s'effondrer, faisant s'effondrer l'économie du monde entier. Les taux d'intérêt vont s'envoler, les entreprises vont fermer, le chômage va exploser, le prix des matières premières va s'enflammer et il y aura des troubles sociaux. Voilà, ça
Ça va être sympa. Tout ça pour le mois de mars prochain. Et ça a été diffusé dans le Washington Times. Hein. On attaque la partie santé et environnement et on va démarrer avec l'hécatombe des étoiles de mer sur la côte ouest des États-Unis. Les étoiles de mer meurent mystérieusement par millions ces derniers mois sur la côte ouest américaine, de l'Alaska au sud de la Californie, mobilisant les biologistes marins qui soulignent le rôle clé de ces invertébrés dans l'écosystème côtier. Cette hécatombe semble avoir commencé en juin 2013, selon les premiers cas observés, frappant différentes variétés d'étoiles de mer vivant sur le littoral et en captivité. Alors là, personne ne se pose la question de savoir s'il y a un lien avec Fukushima. Hein. On ne va pas supputer, mais les retombées radioactives dans l'océan, avec les courants marins, etc., le temps que ça arrive sur la côte ouest des États-Unis, on est dans le bon timing. Hein. Enfin, on continue maintenant et on va parler des pesticides et des 1200 médecins qui signent un appel mettant en garde sur les pesticides. Près de 1200 médecins de France métropolitaine et des Antilles ont signé un appel mettant en garde contre la dangerosité des pesticides. Je cite, hein, « Nous ne cherchons pas à montrer du doigt une profession, mais chacun doit prendre ses responsabilités. À nous d'assumer les nôtres en alertant sur les dangers de ces produits, particulièrement pour certaines catégories de la population, ceux qui sont les plus exposés, ainsi que les femmes enceintes et les enfants. » Voilà ce qu'explique le docteur Pierre-Michel Perrineau, médecin généraliste à Limoges. Dans leur appel, les médecins soulignent qu'une exposition professionnelle aux pesticides est, selon la littérature scientifique, liée à des risques accrus de maladies de Parkinson, de cancer de la prostate et de certains cancers du sang. Les études font également état d'un risque de malformation congénitale augmenté chez les enfants des femmes exposées aux pesticides pendant leur grossesse. Alors voilà, puisqu'on vient de parler un petit peu de cancer, on va continuer dans ce thème. Le cancer va continuer à s'étendre dans le monde, notamment dans les pays en développement, avec près de 22 millions de nouveaux cas annuels à l'horizon 2030 contre 14 millions en 2012, selon un rapport mondial. Réalisé avec l'aide de 250 experts originaires de 40 pays, le rapport World Cancer Report 2014 passe en revue les principales données disponibles au fil de plus de 600 pages. En 2012, le cancer du poumon arrivera en tête des cancers les plus fréquemment diagnostiqués, 1,8 million de cas, soit 13% de l'ensemble des cancers. Devant le cancer du sein, 1,7 million, 11,9%, et le cancer du côlon, 1,4 million, 9,7%. Le cancer du poumon est également de loin le plus meurtrier, avec 1,6 million de décès en 2012, 19,4% de tous les décès par cancer. Devant le cancer du foie, 800 000, soit 9,1%, et le cancer de l'estomac, 700 000 personnes, soit 8,8%. Et si les hommes sont globalement un peu plus touchés que les femmes, ils représentent 53% des cas de cancer et 57% des décès, plus de 60% des cas et 70% des décès surviennent actuellement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Une tendance qui ne devrait pas s'inverser dans les prochaines années. Alors évidemment, qu'est-ce qu'a fait notre bon François Hollande? Quand il a entendu ces statistiques, il a lancé un 3e plan anti-cancer. François Hollande a dévoilé le 4 février dernier un nouveau plan cancer qui devrait mettre l'accent sur la lutte contre les inégalités face à la maladie. On ne vous parle même pas de soigner, hein, c'est juste la lutte face à l'inégalité face à la maladie. Avec près de 150 000 morts par an, le cancer reste la première cause de mortalité en France. Mais les spécialistes estiment que 40 à 50% des 350 000 nouveaux cas observés chaque année pourraient être évités par des mesures de prévention et d'éducation. C'est vrai que quand on nous parle du cancer, on nous parle toujours de se soigner du cancer, de trouver des nouveaux médicaments pour lutter contre le cancer, mais par contre on nous parle rarement des causes du cancer. Hein. Qu'en est-il de la malbouffe? Qu'en est-il du stress? Qu'en est-il des pesticides? Qu'en est-il des ondes? Qu'en est-il du gasoil et de la pollution atmosphérique? Si on travaillait là-dessus, je pense que le taux de cancer diminuerait drastiquement. On continue et on va parler maintenant du gaz de schiste. Alors, plusieurs choses à dire sur le sujet. Tout d'abord, vous vous en souvenez, Gazland, c'était un documentaire américain qui est sorti il y a, je sais pas, 2 ans à peu près de ça, je pense. Il a été vu des millions de fois sur Internet. Eh bien, aujourd'hui, les pétroliers français ont préparé une vidéo anti-Gazland. Waouh! Dans les jours qui viennent, un groupement professionnel de parapétroliers diffusera en ligne un documentaire sur le gaz de schiste qui doit faire contrepoids au célèbre film anti-gaz de schiste Gazland. Pour Pascal Belloc, président du club de réflexion sur les hydrocarbures de Rochemer et coordinateur du documentaire, il s'agit de rétablir des vérités. Selon lui, je cite, « La diffusion de films Gazland
anxiogène et le contexte électoral de la présidentielle 2012 ont amené à un vote trop rapide à la loi de juillet 2011 qui interdit la fracturation hydraulique. Fin de citation. Le documentaire commence par rappeler la situation en France de la fracturation hydraulique interdite depuis 2 ans et demi. Dans une deuxième partie plus offensive, le document dénonce le rôle de José Bové dans l'opposition au gaz de schiste en France, mais surtout pointe du doigt les, je cite, impostures de Gazland, comme le décrit Jean Ropers. Le film s'arrête sur le célèbre épisode de l'eau du robinet qui s'enflamme à cause des explosions de gaz de schiste à proximité en Pennsylvanie. Le documentaire rappelle que cette scène de Gazland a été tournée entre l'Ohio et l'Indiana, où il n'y a pas de forage de gaz de schiste, comme l'avait démontré une enquête du journaliste irlandais Phelim McAleer au Financial Times. Je vous laisse le soin de regarder le documentaire, si cela vous chante, et de regarder cet article en entier. En tout cas, même si les pétroliers français font du lobbying, on a bien compris, hein, avec ce documentaire anti-Gazland, qu'est-ce qu'ils vont dire contre les deux informations que je vais vous donner après. D'abord, des risques de malformation congénitale près des puits de gaz de schiste. La proximité des puits d'extraction de gaz de schiste ou de gaz conventionnel augmenterait légèrement, environ 30%, le risque de malformation cardiaque chez le nouveau-né. C'est ce que suggère prudemment une étude menée dans le Colorado et apparaître dans la prochaine édition de l'Environmental Health Perspective, la revue éditée par l'Institut national des sciences et de la santé environnementale aux États-Unis. Surtout exploratoires, les travaux conduits par Linda McKenzie, Colorado School of Public Health, devraient susciter de plus amples enquêtes sur le sujet. Et enfin, dernière information, c'est toujours sur le gaz de schiste. Alors, risque de pénurie d'eau à cause du gaz de schiste. L'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis a majoritairement lieu dans des régions déjà confrontées à des stress hydriques au risque d'y aggraver les pénuries d'eau, selon une étude du groupement d'organisation CERES parue la semaine dernière. En plein boom aux États-Unis, l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste repose principalement sur la fracturation hydraulique, qui consiste à injecter à très haute pression un mélange d'eau et de matériaux pour fissurer la roche dans l'espoir d'y découvrir des hydrocarbures. Environ la moitié des puits creusés depuis 2011 aux États-Unis et dans l'ouest du Canada, pour utiliser cette technique controversée, l'ont été dans des régions déjà confrontées à de forts stress hydriques, indique l'étude de la coalition CERES, qui se base sur quelques 40 000 forages effectués entre 2011 et mai 2013. La fracturation hydraulique aggrave la compétition pour l'eau dans certaines des régions les plus en proie à la sécheresse et au stress hydrique, résume Mindy Luber, la présidente du CERES, qui réunit ONG, chercheurs et entreprises. Le rapport pointe notamment l'impact de l'exploitation du gaz de schiste en Californie, qui traverse actuellement une de ses pires sécheresses depuis un siècle. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Je vous remercie pour votre attention. On vous remercie tous évidemment pour suivre l'agence Infolibre. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme l'attestent les statistiques que vous voyez. Vous voyez qu'on est pas trop mal placé. On est même devant l'AFP. Vous avez vu? On est en train de grignoter tout doucement sur le site internet de BFM TV. Donc pas sûr qu'un jour on leur passe pas devant, hein. Donc voilà, on vous remercie tous pour votre fidélité. On va vous donner rendez-vous bientôt. Moi je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. On vous donne rendez-vous bien sûr tout au long de la semaine. Vous allez avoir encore un nombre incroyable de vidéos. Et puis on va vous donner rendez-vous éventuellement pour des lives. Il y a un jour de colère numéro 2 qui se prépare. Il y a un jour de République qui se prépare. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais bon, on va s'intéresser à ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de visiter le site internet de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr, le Facebook de l'agence Infolibre, la chaîne YouTube, le Twitter de l'agence Infolibre et aussi le live stream de l'agence Infolibre. Je vous remercie tous pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!